Yo, c'est Lolita du montage qui vous parle. Vous n'attendiez pas à voir cette gueule, et bah si. Tant, ça va commencer très bientôt, mais je voulais tout simplement vous inviter à vous installer confortablement, prendre un café, prendre un thé, voire même un brunch, ou un truc qui dure longtemps à mastiquer et à boire, parce que cette vidéo va être un peu longue, mais très intéressante, donc je vous invite à la suivre jusqu'au bout. Et lâchez un petit pouce en l'air et un petit abonnement pour me soutenir. Voilà, merci, très bonne vidéo, la bise. Bon bah c'est parti. Regardez ce que j'ai trouvé à 9 €. Plutôt stylé, non? En vrai, pas vraiment. J'espère que vous allez bien. Je sais pas comment commencer cette vidéo, c'est atroce. Je sais que c'est un sujet sérieux, donc j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Bref, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la vidéo fast fashion dont je vous avais parlé un peu sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps de cela. Je crois que ça fait bien 3 bonnes semaines, voire un mois que je bosse dessus. J'ai fait vraiment de très longues recherches qui sont répertoriées toutes ici pour être sûr que mes sources étaient très fiables et que je n'allais pas vous raconter de la merde tout simplement. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que je pourrai vous apporter autant d'informations que nécessaire et que je vais pas faire trop de redites par rapport à peut-être ce que vous savez déjà. Pour vous raconter un peu, cette vidéo part tout simplement de mes questions personnelles sur ma manière de consommer. C'est aussi bête que ça, j'essaye de consommer mieux en termes d'alimentation, en termes d'achat de meubles et aussi de vêtements donc. En fait c'est ma manière de consommer en général dans tous les domaines et forcément à un moment donné ça s'est ramené aux vêtements. Putain je dis tout le temps Puis j'ai vu qu'en ce moment il y avait pas mal d'articles et de reportages qui sortaient sur la fast fashion et je me suis dit, bah j'en ai entendu parler, je m'y connais pas trop, je vois que c'est un sujet qu'on diabolise pas mal, mais en vrai qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça engendre vraiment pour moi, pour les autres, pour la planète. Enfin bref, comme je suis quelqu'un qui me pose tout le temps des questions, ça m'a intéressée et je me suis dit bah pourquoi pas en parler en vidéo. Je me suis dit que je devais pas être la seule à en entendre parler, donc forcément vous aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand c'est vulgarisé et quand on en parle comme ça dans une vidéo que plutôt dans un reportage d'1h30 où au bout d'un moment on peut être lassé. On va peut-être pas forcément lire des articles tous les matins en se levant, donc enfin voilà. Je me dis que peut-être une vidéo ça peut vous intéresser. À savoir que, petit disclaimer, cette vidéo n'a pour aucun but de culpabiliser qui que ce soit d'acheter chez telle ou telle marque. C'est purement à titre informatif, ça a pour but de vous sensibiliser, de partager avec vous mes propres opinions et mes propres recherches. Donc voilà, ça a juste pour but ça, le but c'est de juger personne mais juste de vous informer. Je vous délivre un cadeau si je peux dire et après vous en faites absolument ce que vous voulez. Le but est pas de vous dire non plus n'achetez plus jamais chez eux parce que de toute manière ce serait vous frustrer et vous priver et une injonction de ma part donc ça n'aurait aucune valeur. Pour prendre mon exemple perso, j'ai déjà entendu parler en mal des marques que je vais vous citer après mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de les consommer. Je le fais de moins en moins, voire quasiment plus du tout pour certaines mais plus du tout pour certaines en fait. Mais donc du coup voilà, c'est pas pour vous interdire de faire quoi que ce soit, vous faites absolument ce que vous voulez. Et d'ailleurs si le sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite partir de la vidéo parce que j'ai uniquement pour but d'être bienveillante, donc juste si ça vous plaît pas, au revoir. D'ailleurs tous les gens haineux, je vous laisse partir maintenant. J'attends. La porte elle est là. Merci, on peut commencer. Eh bien on va mettre nos grosses lunettes. Hein. Et on va commencer. Je suis pas sûre des lunettes. Verre anti-reflet mes couilles. Attendez, je prends mes notes. À partir de maintenant, la vidéo devrait se découper en 4 parties. C'est un peu les 4 parties que j'ai décidé de faire à ma dissertation. Donc on va commencer tout de suite avec un peu d'histoire. Ce qu'il faut reprendre un peu pour les fondements de la fast fashion, c'est comment on pouvait s'habiller avant. Je pense que vous pouvez vous en douter, c'était pas aussi facile de s'habiller avant que maintenant. Les boutiques de vêtements comme on a aujourd'hui n'ont forcément pas toujours existé. Quand on remonte un peu plus loin, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance, vous voyez bien que s'habiller c'était pour les hautes classes sociales. Et quand vous regardez les chroniques de Bridgerton, vous voyez bien que quand ils vont prendre leurs mesures chez l'habilleuse, le truc, le machin, bah c'est clairement pour les personnes avec un titre. On peut dire aussi qu'aujourd'hui il y a aussi une manière haut de gamme de s'habiller. Enfin bon, vous voyez, les parallèles vont pouvoir se faire entre avant et maintenant. On a évolué entre gros guillemets. Faut savoir que le mouvement de la fast fashion il s'est amorcé vers les années 1975-1980. Là il est clairement à son apogée et il a commencé à atteindre son apogée dans les années 2000. Enfin il y a vraiment eu un pic aux années 2000 et après ça n'a cessé d'augmenter de manière complètement exponentielle. Faut savoir que même dans les années 1950-1960 on n'avait pas encore les mêmes moyens de s'habiller aujourd'hui. Il y avait encore une forme de classe sociale bien démarquée pour les vêtements et les foyers mettaient environ 15% de leur budget dans l'achat des vêtements. Aujourd'hui il faut savoir que notre budget il est réduit à 5% pour les vêtements et c'est pas parce qu'on achète moins, au contraire on achète 2 fois plus voire 4 fois plus depuis 1970 mais pour 4 à 5 fois 10 fois moins cher. Voilà, on commence, je tease un peu le sujet. Du coup dans les années 80 il y a eu une envie de vouloir démocratiser la mode et de la donner accessible à tout le monde et que ce soit pas seulement les grands créateurs qui habillent les gens ou alors de petites boutiques indépendantes qui coûtent assez cher. Et à la source de tout ça, on a un géant
qui s'appelle Zara. Merde, je sais plus comment il s'appelle le gars. Pour vous faire en gros l'histoire, c'est un mec qui vivait en Espagne, dans le pays de Galice. Je sais plus quoi. Attends. On va vérifier. La meuf a bossé son sujet quoi. La Galice. Du coup, c'est un mec dans la Galice qui est une région à Miss Météo, qui est une région à l'ouest de l'Espagne où il fait généralement pas très beau, voire pas du tout, et qui est assez pauvre. C'est un endroit où se regroupent beaucoup d'industries. Et là-bas, il y a un petit monsieur qui voulait créer des vêtements accessibles pour davantage de monde. Et pour vous la faire très courte, son but, ça a été de venir proposer des vêtements similaires aux vêtements de luxe à bas prix. Pour ça, il est parti avec un copain en France, il a regardé un peu tout ce que les maisons de haute couture faisaient, et il a fait la même chose en moins cher. C'est l'histoire la plus raccourcie que je peux faire pour pas que ça dure non plus 1000 ans, donc vraiment, si vous voulez plus de renseignements, allez voir les liens que je vous mets en barre d'infos pour pouvoir vous renseigner davantage. Il y a les articles, il y a le reportage, etc. La base de la fast fashion, c'est parti de cette histoire-là, et ça a pour définition de vendre toujours plus pour moins cher en s'alignant sur forcément la mode et ce que les maisons de haute couture présentent. Évidemment, il n'y a pas que Zara qui a fait ça, il y a d'autres marques qui se sont alignées. Il y a tout le groupe Inditex, le groupe, je crois, un des plus indéfectibles de l'histoire, qui pèse énormément avec plusieurs marques en son sein. Je pourrais vous les lister ici. Encore une fois, je vous mets plus d'infos sur le web, sinon ça va durer 1000 ans. D'ailleurs, pour approfondir un peu cette notion d'espionnage industriel, dans le reportage que je vous ai mis en barre d'infos, il y a une styliste, enfin ex-styliste de chez Bershka, qui parle du fait que souvent les employés étaient amenés à faire des séminaires afin d'aller voir un peu ce qui se passait au niveau de la mode ailleurs pour pouvoir ensuite copier les vêtements, y poser cette différence, c'est vraiment le jeu des 7 différences, c'est un truc de ouf, et pouvoir ensuite le commercialiser. S'il n'y avait pas cette différence, il n'était pas commercialisable parce que sinon il risquait d'être attaqué en justice. Enfin, c'est un truc dans la loi, je sais pas d'où ça sort, je fais pas d'études en droit, c'est pas du tout mon métier, donc c'est encore mieux expliqué dans le reportage, mais je trouvais ça ouf que ces personnes soient même soumises à une clause de confidentialité jusqu'à 3 ans après la fin de leur contrat, parce qu'en fait il y a ça qui se passe dans l'entreprise. C'est donc à partir de ce moment-là, principalement, que des marques vont naître avec cet objectif de produire toujours plus pour toujours moins cher. Et c'est ça le principe de la fast fashion en fait. Juste quand on compare les marques de fast fashion avec les marques de haute couture, on voit clairement une différence radicale avec le nombre de collections qui sont sorties par an. Généralement, et même c'était comme ça avant, il y avait 4 à maximum 6 collections par an. 4 pour 4 saisons. Tout simplement. Sachez qu'avec certaines marques de fast fashion, on peut arriver à quasiment autant de collections qu'il y a de semaines dans l'année. Zara va jusqu'à 46 collections dans l'année. Dit comme ça en chiffres, ça peut paraître absurde, dérisoire, enfin on n'arrive pas à s'imaginer, mais en vrai c'est énorme. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Oulala, qu'est-ce que c'est drôle. Je vous invite, si vous passez régulièrement devant des boutiques type Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, regardez ce qu'il y a au devant de la vitrine. Et si vous y passez souvent, je vous invite à noter quand est-ce que le devant de la vitrine change. Vous allez voir que ça change extrêmement rapidement. Et en fait ça c'est juste le roulement des collections. Une collection arrive, c'est au devant de la scène, ça va en milieu de magasin quand les semaines passent. Et quand c'est en fond de magasin, c'est que c'est généralement soldé ou que c'est la fin pour ces vêtements-ci. Mais du coup, comment on peut faire un débardeur comme ça à 10 € pour si peu cher? Et ben en fait parce que notre ami le 20e siècle nous a énormément aidé à optimiser les chaînes de production. Je pense qu'on a tous entendu parler à l'école de la mondialisation. Donc en fait c'est grâce à la mondialisation qu'on a pu aller chercher des matières premières un peu partout dans le monde, qu'on a pu les exporter aussi un peu partout dans le monde, et que la chaîne de production ne se passe pas qu'à un seul endroit, mais en fait entre 5 et 10 lieux différents dans le monde jusqu'à arriver chez vous. Et tout ça pourquoi? Pour une meilleure accessibilité pour la personne au final. Et en fait si on suit ce processus de toujours plus pour moins cher, on amène au consommateur une meilleure accessibilité aux vêtements. On lui en propose toujours plus, tout le temps. Il y a ce côté de la rareté et du changement permanent qui va nous attirer l'œil et qui va nous donner envie de sans cesse acheter. De toute manière, la fast fashion, elle est basée sur des neurosciences et le circuit de la récompense qui fait que quand on va acheter, il va y avoir un sentiment d'euphorie, on va avoir envie d'y retourner parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles choses qui sortent sans arrêt. Du coup, on arrive à quelque chose que j'ai appelé le besoin imaginaire. Non, parce qu'avec la magie du montage, j'ai pu arrêter de filmer, j'ai pu aller me faire un truc à boire et personne n'a rien vu. Du coup, je vous le dis, donc c'est inutile, mais ça me fait mal au crâne de parler. La mondialisation, elle a complètement changé notre manière de consommer. On est dans un mode de consommation avec de l'immédiateté, plus facile, plus attractif et encore une fois, accessible à tout le monde. Et encore une fois, c'est pour blâmer personne parce que vraiment, moi aussi je le fais et je l'ai fait. Donc c'est normal, c'est humain et la mécanique est hyper bien ficelée, sinon on n'en serait pas là. Pour vous dire, en 2019, on a augmenté nos achats de vêtements de 40% en Europe, comparé à l'année 2000. Donc en presque 20 ans, c'est énorme. Du coup, les petites boutiques ont commencé à fleurir un peu de partout comme des petites pâquerettes.
On a bien vu que au fur et à mesure du temps, les grandes marques se sont exportées tant dans les grandes villes que dans les plus petites. Pour vraiment toucher un maximum de personnes. Et ce qui a évidemment fait exploser les ventes, c'est l'achat en ligne. C'est-à-dire que même si t'as pas de magasin à côté de chez toi, t'as toujours une bonne raison de te le faire livrer à domicile. Donc en fait, quasiment plus rien n'est un frein au fait de faire du shopping. Et on l'a bien vu pendant le confinement, même si tous les magasins étaient fermés, les ventes de vêtements sont quand même restées dans la norme, voire pour certaines marques ont explosé. Du coup, le fait de consommer autant et autrement, ça amène ce que j'ai appelé donc le besoin imaginaire, c'est-à-dire le sentiment d'avoir besoin du vêtement qu'on a envie d'acheter. Autant que les collections changent et qu'on voit que les gens s'habillent différemment dans la rue et ont changé un peu la tendance, on a envie, peut-être, en tout cas pour certains, il y en a qui n'ont pas du tout envie, mais en tout cas encore une fois chacun ses choix, mais on a envie d'aller vers la tendance et puis on a envie de changer de toute manière. Même si on suit pas forcément la tendance, le changement est quand même toujours là, donc on trouvera quand même toujours une pièce qu'on a envie d'acheter dans la collection. Pourquoi la lumière change? Est-ce que le nuage pourrait s'en aller s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait faire de la météo en fonction de cette vidéo? Non, parce que je ne suis pas le centre du monde évidemment. Donc autant qu'on voit la tendance un peu partout dans la rue, on la constate aussi au bureau, au lycée, au collège, à l'école. Clairement, la tendance est partout. On est tous habillés, donc c'est quelque chose qui nous identifie, qui crée aussi notre personnalité. Enfin, les vêtements signifient beaucoup de choses sur nous en fait. Et avec cette multiplicité des tendances et des collections, on a vu arriver ce qui s'appelle le wear it once. Littéralement, porte-le une fois. Et je sais pas si vous avez des souvenirs de votre lycée ou si vous y êtes encore. Dans ce cas-là, vous êtes jeune et je suis vieille. C'est faux, mais je me sens déjà quand même, globalement pour certains sujets, un boomer. Bref, le fait de porter des vêtements, je pense que vous et moi, on n'est pas les seuls à s'être pris des remarques sur nos tenues vestimentaires, que ce soit, encore une fois, à l'école, au lycée, au collège, au bureau, dans la rue pour les femmes au 21e siècle, parce que c'est toujours aussi merveilleux. Mais du coup, la fast fashion vient nous donner envie de tout le temps changer et de jamais porter les mêmes fringues. Et devinez qui nous donne encore plus envie de changer régulièrement? Les réseaux sociaux. Cette tendance de ne porter les fringues qu'une fois, elle est vraiment habitée par le fait de poster des photos sur tous les réseaux sociaux. Regardez les feeds Instagram des influenceurs, pour la plupart, quasiment jamais vous ne verrez les mêmes vêtements sur 2 photos différentes. Oh merde, je me suis étalée du truc là. Oh merde. Ah non, j'ai plus de batterie! Donc comme les réseaux, la vie en général et surtout les magasins surfent sur cette vague du wear it once, on a peut-être envie de surfer aussi dessus. Putain, surfer sur la vague, c'est vraiment une expression de vieux quoi. Bien sûr, quand je dis on, encore une fois, ça veut pas dire tout le monde, je me dédouane de toute généralité faite, mais c'est un constat global basé sur des études aussi, donc bon, voilà, c'est pour vous donner des indicateurs. Pour vous dire, il y a un sondage qui a été réalisé sur 1500 femmes en 2018. Il a été réalisé en Angleterre et il disait que 70% des femmes interrogées avaient dit que un vêtement porté plus de 3 fois était déjà considéré comme vieux. C'était mal les jeans que je porte depuis 8 ans et que de manière j'ai pas grandi, j'ai pas grossi, donc cool, tant mieux. Mais du coup là ils sont vraiment vieux quoi. Et donc cette tendance, elle a créé l'habitude chez les gens de plus vite jeter et de plus vite remplacer les choses plutôt que de les garder ou les revendre ou les rafistoler. Et de toute manière, quand on voit la qualité des vêtements de fast fashion qui est pas toujours génialissime, avec des produits pas forcément finis de ouf ou avec des matières qui vont très vite se dégrader, qui vont vite se dégrader sur nous, quand on voit que des nouvelles collections sortent après avec des vêtements tout neufs qui nous font ressentir un sentiment d'euphorie, bah en vrai c'est cool d'aller acheter du neuf quand on peut se le permettre. D'autant plus que ces prix bas et toujours plus attractifs permettent d'avoir moins le sentiment de culpabilité une fois qu'on a acheté le truc. Si vous avez acheté, je sais pas, un t-shirt à 15 balles, un jean à 25 et un pull à 19 €, quand vous rentrez chez vous et que finalement il y a peut-être le pull qui vous plaît un peu moins que ce que vous avez vu dans le magasin, bah vous allez avoir moins de sentiment de culpabilité parce que 19 € finalement c'est pas si cher que ça. On s'entend bien, enfin c'est cher pour des personnes aussi. Mais au global ça va réduire le sentiment de culpabilité par rapport à un pull que vous auriez acheté 90 €, je sais pas, chez Sandro, chez d'autres marques quoi. Et puis de toute manière, si ce pull finit par pas vous plaire, il peut dormir dans un placard pendant des années, pendant des mois, et vous allez très vite le remplacer parce que de toute manière, le nouveau mode de consommation est basé sur l'achat compulsif avec tout qui est facilité, l'achat en ligne, l'achat facilité en magasin, l'achat en ligne, les objets vite remplaçables qui ont finalement moins de valeur qu'un vêtement qui est plus onéreux et pour lequel vous aurez économisé de l'argent. Rajoutez à ça la livraison facilitée, voire gratuite sur énormément de boutiques en ligne, avec un retour facilité. Un t-shirt comme ça, j'en achète quand vous voulez finalement. Pour ajouter une couche sur le gâteau de la facilité à consommer, on va parler un petit peu des soldes avant de passer à autre chose. Je sais pas si vous avez trop remarqué, mais depuis quelques temps, il y a toujours les soldes
biannuelles, mais il y en a quelques-unes qui se glissent par-ci par-là dans l'année avec des moins 20, moins 30, moins 50% qui pop un peu partout comme ça et on comprend pas pourquoi. Enfin, en tout cas, moi je me suis posé la question parce que je me disais waouh, des fringues pas chères pour rien du tout, c'est cool, on va y aller. Et en vrai, quand vous avez une carte de fidélité quelque part, aussi regardez votre téléphone régulièrement, vous avez souvent des messages de vos marques préférées qui vous disent venez profiter de moins 50% avec un t-shirt offert, nanana nanana. Bon, ils disent pas nanana, mais t'as compris. Ça, déjà, quand tu vois ça, t'as peut-être envie d'aller profiter des moins 50%, enfin tu vois, c'est cool d'avoir des trucs moins chers. On est toujours en quête du moins cher, ça fait toujours plaisir de faire des bonnes affaires, puis surtout quand on a l'impression de faire la bonne affaire du siècle, on a envie d'en acheter plus à côté. Tu commences à comprendre ou pas? Et en fait, ces soldes, elles ont beau dos, mais... Elles ont bon dos? Oui, elles ont bon dos. Beau dos. Ouh, je suis gênante. Mais en fait, les soldes, elles ont plus du tout la même signification qu'avant. Avant, les soldes, c'était fait pour écouler les stocks des 2 saisons qui venaient de passer. Par exemple, on avait la saison automne-hiver. À la fin de l'hiver, enfin courant janvier, on a les soldes qui écoulent les stocks avant de passer aux vêtements de... C'est quoi? J'étais là, c'est quoi les saisons déjà? Avant de mettre en rayon les vêtements pour le printemps-été. Sachant que quand il y a les soldes, il y a quand même déjà la nouvelle collection qui est présente pour vous donner envie, surtout que la saison qui arrive c'est le printemps, c'est l'été, donc on a envie de s'habiller léger et pas de reporter des pulls qu'on va quitter, tu vois. Donc déjà ça, mais ça c'est une stratégie commerciale et marketing, donc c'est tout. Sauf que maintenant, ça n'a plus du tout pris la même saveur. Quand on regarde sur certains sites internet, on peut regarder, enfin on peut aller chercher, en fonction des marques de vêtements chez qui on veut acheter, combien de soldes ils font par an. Et le plus gros indicateur qui m'a marqué, c'est Mango, qui fait 80% de l'année, moins 50% sur ses vêtements. Ça fait beaucoup de pourcentage. Mais en gros, sur la majeure partie de l'année, ses vêtements sont soldés à moins 50% au moins. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme en fait. Donc je vous invite à regarder, en tout cas pour vos marques préférées, combien de soldes ils font par an. Et même sans avoir fait de grandes études d'économie, comment tu peux faire autant de soldes dans l'année et te faire des bénéfices comme ça? Parce que Mango n'est pas du tout une marque qui est en voie de disparition. C'est plutôt de l'expansion. Donc comment en faisant autant de soldes, tu peux être aussi rentable? Il doit y avoir un problème dans la balance. Mais bon, ça, les indicateurs problématiques, je vous en reparlerai après. Mais alors avec toutes ces histoires de mondialisation, de soldes, etc., comment ça se fait qu'il est aussi peu cher? Faut que j'aille aux toilettes. Du coup, j'ai voulu me renseigner un peu sur le coût de production d'un vêtement à la base, d'un vêtement lambda. On va prendre ce t-shirt qui m'a coûté 10 €. Enfin 9,99 €. Ça pareil, c'est une bonne stratégie pour faire on est en dessous de la barre des 10 €, ce t-shirt vaut vraiment le coup. Du coup je pourrais même acheter un pantalon ou une jupe qui va avec parce que visiblement ce mannequin ça lui va super bien. Je vais prendre mon petit cahier pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises parce que j'ai tout listé ici. Mais donc du coup, pour avoir un produit fini tel que ce t-shirt là, il vous faudra d'abord payer le prix de la matière première, donc le tissu, payer le prix de la livraison de ce tissu vers l'atelier, payer la main d'œuvre qui va fabriquer ce t-shirt parce que les machines fabriquent pas encore les t-shirts tout seuls, on a besoin de personnes qui vont les coudre, même avec des machines on a besoin de gens qui font ça. Il y aura aussi le coût du patronage parce que à la base pour faire un vêtement il faut un patron, on le découpe pas comme ça à l'aveugle et paf ça fait des chocs à pic. On est déjà à 4 coups, mais il faut aussi à ça rajouter le prix de l'emballage parce que votre vêtement ne vous est pas livré tel quel. Il y a tout le prix de la logistique, du stockage et évidemment de l'envoi. Donc je n'ai même plus assez de doigts sur ma main pour compter, ça fait 6. On va aussi compter dans le vêtement le coût administratif parce que clairement il va falloir faire de la com, il va falloir lui faire de la publicité, éventuellement des taxes et peut-être des assurances, payer un loyer, le local, l'atelier. 9. Je suis pas économiste, mais comment avec 9 coûts différents pour que la personne se fasse des bénéfices en plus, donc un 10e coût finalement, on arrive à ce t-shirt à 10 €. Vous la voyez arriver la couille dans le potage? Mais concrètement il est où le problème? Le problème il réside dans les choix que va faire le producteur pour améliorer ses coûts et pour se faire davantage de bénéfices sur ses vêtements. Du coup les 3 grands thèmes pour lesquels les coûts sont réduits, c'est la main d'œuvre, la livraison et la matière première. Mais du coup Jamie, comment on explique que la main d'œuvre, les coûts de livraison et tout ça ce soit si moins cher que ça? Hein? Et bah Fred, on va t'expliquer ça tout de suite. On arrive à la 4e partie, donc la déclinaison des coûts qui vont être réduits par les entreprises pour avoir des prix toujours plus attractifs et pour eux toujours plus de bénéfices. Je me suis mordu la langue en faisant ça. Déjà, juste pour parler de la main d'œuvre, vous n'êtes pas sans savoir que si vous regardez une étiquette, la plupart du temps, c'est produit dans un pays asiatique où il y a moins de réglementation sur le travail, mais aussi, comme ce sont des pays encore en développement, les coûts sont bien moins onéreux que pour des ateliers en France. Et comme notre ami la mondialisation est passée par ici, on se retrouve avec des ateliers un peu éparpillés partout dans le monde qui coûtent toujours moins cher et où les grands groupes font sous-traiter la production de leurs vêtements
dans ces ateliers. Les ateliers sont miséreux avec des conditions de travail qui sont vraiment minables, aucune sécurité d'emploi. Ces personnes travaillent généralement, il faut le savoir, à la commande, c'est-à-dire que si par exemple le lundi il y a, je vais vous donner un chiffre bâtard, 10 000 commandes sur le site de Zara, bah, les ouvriers et les ouvrières vont travailler, généralement des ouvrières, vont travailler jusqu'à effectuer ces 10 000 commandes. Ils commencent à 8h et peu importe à l'heure à laquelle ils finissent. Il n'y a pas d'horaire de fin, ils travaillent jusqu'à ce que les commandes soient terminé. De ce fait, il y a des jours où ils viennent travailler et les patrons les renvoient chez eux parce qu'il n'y a pas de commande à préparer. Donc ces personnes ne peuvent même pas se baser sur un salaire fixe à la fin du mois, c'est toujours variablement égal par rapport aux commandes que les gens passent. Il y a un exemple hyper parlant là-dessus qui est donné dans le reportage d'Arte, c'est pour la marque Boohoo qui fait partie de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de collections que chez Zara, que chez H&M, que chez Mango, etc. C'est un site, vous voyez vous-même, qui est truffé, rempli de plein de fringues, on sait pas où donner de la tête, moi mes yeux ils louchent quand je vais là-dessus, j'arrive même pas à commander tellement ça me rend folle de voir autant d'informations. Puis il y a toujours des trucs rouges qui popent de partout, genre solde, moins 90, moins 100, moins 100, de quoi tu me parles. Mais là ce qui est particulier pour Boohoo, c'est que les ateliers ne sont pas en Asie, mais en Angleterre, à Leicester, je ne prononce pas bien mais bon voilà, plutôt dans le nord de l'Angleterre. C'est une ville assez pauvre, mais allez regarder les ateliers, je vais vous mettre quelques images après. Ça fait vraiment peur, c'est vraiment minable, et ces personnes sont payées 3 € de la journée, ce qui n'est absolument pas le salaire, enfin 3 livres la journée, ce qui est absolument pas le salaire légal en Angleterre, à savoir que le SMIC horaire est de 7,50 €. Et quand vous parlez évidemment au patron, il vous demande gentiment de remballer et de partir. Mais cette efficacité se paye au prix fort. Le quartier des ateliers est devenu une zone de non-droit en plein cœur de l'Angleterre, avec son système opaque de sous-traitance en cascade. I'm looking for a job. Do you know if somebody here is looking for somebody? I learn very quickly, so I'm looking for a little job. I don't know, packaging, sewing. 1 week, yeah? It's good work, no problem. Okay. Okay? But this anyways is cash, no transfer money. You know any problem? Les fenêtres sont obstruées. Le local, en plein hiver, n'est pas chauffé. Le patron impose une période d'essai, non rémunérée. You can just 1-2 weeks try. It's a learning, ladies. After 2 weeks, £3. £3 per hour. Yeah. How much hours should I You would work? like, no problem. 10, 12 or 14. Even 14. Yeah, no problem. It's open. So I can. If you're happy, no problem. At what time should I come here every morning? 8 o'clock. Okay. 6 o'clock finish. 8 o'clock till 6 o'clock. Okay. Can I? Donc salaire non conforme aux horaires du travail, les ateliers ne sont pas chauffés en hiver alors qu'il fait très froid, les conditions sont vraiment miteuses, il n'y a aucun confort pour les employés, il n'y a pas de réglementation et c'est en fait ce qu'on peut appeler de l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire profiter des personnes les plus vulnérables pour créer à ceux qui en ont le besoin. L'industrie textile est l'une des industries qui crée le plus d'inégalités au regard des populations, crée le plus d'économies informelles et de précarité dans le monde. Et tout ça pour qu'on s'habille toujours plus neuf et qu'on ait un dressing toujours plus grand. Encore une fois, je m'étale pas, si vous voulez aller voir d'autres informations, c'est dans la barre d'infos. On passe ensuite aux matières premières. Le coton étant devenu une denrée assez rare et assez coûteuse à la production, d'autant plus qu'elle est très chère en eau et que écologiquement c'est pas fou, les industries textiles ont créé de nouvelles matières premières afin de créer des vêtements, encore une fois, toujours moins chers et en plus grande quantité. Parmi ces matières, on va parler principalement du polyester et de la viscose. La viscose, c'est la soie du pauvre et le polyester, c'est ce qui remplace en fait le coton. Le polyester a été énormément investi par les industries textiles parce que ce n'est pas cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le polyester est un dérivé de plastique du pétrole, dont la fabrication va coûter énormément en énergie et en rejet de gaz à effet de serre, d'autant plus à sa dégradation parce que c'est un produit qui ne se dégrade pas ou alors très peu dans le temps, en tout cas qui s'étale vraiment sur une longueur pas possible dans les années, et ça fait partie des matières qui rejettent le plus de microplastiques à chaque lavage en machine et une fois que vous les jetez et que c'est déversé dans la terre ou dans les océans. Faut savoir qu'un tiers des microplastiques que l'on retrouve dans l'océan sont dus à l'industrie textile, donc c'est vraiment colossal. Faut savoir que la fabrication des textiles dans le monde entier, ça coûte 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. Donc là, ta couche d'ozone, elle en prend un coup. Et on compte pas la dégradation et le fait de brûler dans des fosses tous ces vêtements que les gens n'utilisent plus et que les centres de collecte ne peuvent même pas recycler parce qu'ils sont inutilisables.
Donc les industries utilisent ce polyester qui est plus élastique, moins cher et antitranspirant, mais aussi ils utilisent la viscose. La viscose, c'est une matière qui est arrivée un peu plus tard dans l'échelle du temps pour remplacer la soie, et avec comme jolie couverture de faire du bio. Les industries ont commencé à voir qu'il fallait faire un peu plus écolo, il fallait vendre du verre aux consommateurs. Et donc la viscose en fait se définit par le produit de base qui est censé être le bois, et ça l'est. En fait le bois est transformé en fibre puis en fil. Je connais pas tout le processus exact, mais en tout cas on vous vend la viscose comme quelque chose de bio et de vert puisque c'est à la base du bois, que c'est recyclé, que c'est transformé en vêtements. Sauf que en vrai les moyens de fabrication de la viscose sont pas du tout vert. En fait, pour transformer le bois en fibre et la fibre en tissu, il faut utiliser des produits hautement chimiques qui sont un véritable poison pour tout un chacun, et notamment pour les ouvriers qui s'occupent de ces transformations dans les ateliers et dans les usines. Alors je ne sais plus comment s'appelle le produit, je ne saurais pas vous redonner le nom, mais allez voir le reportage d'Arte. En tout cas, je sais qu'il y a une matière qui est rejetée qui s'appelle le CS2, qui dès qu'elle est inhalée peut provoquer des évanouissements, une toux importante et de nombreux troubles, notamment des maladies des yeux, une perte de la fertilité, ou encore des problèmes vasculaires, et c'est cela qui nous intéresse le plus. Les ouvriers en Inde qui s'occupent de la transformation de ce produit disent eux-mêmes on peut pas rester dans l'atelier sans s'évanouir parfois, ou alors tout simplement nos vêtements puent pendant des mois, des semaines, des mois, voire des années. Vous pouvez voir dans le reportage d'Arte le témoignage non pas seulement des ouvriers mais aussi des personnes qui habitent en aval de l'usine, qui rejettent tous les produits chimiques, notamment le CS2, dans la rivière, dans laquelle ces gens se baignent, dans laquelle ces gens se lavent, dans laquelle ces gens boivent de l'eau parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, et ils utilisent l'eau des puits de cette rivière pour arroser leurs plantations et donc consommer la nourriture qui a été arrosée avec du CS2. Je vous laisse voir par vous-même dans ces images, mais on voit un enfant qui est polyhandicapé, qui n'a plus accès à la parole. 2 hommes aussi qui se sont dégradés très très rapidement. Enfin, c'est des images qui sont assez choquantes à mon goût, qui moi m'ont fait beaucoup de mal, beaucoup de peine, parce que c'est vraiment incroyable de se dire que pour la consommation de nos vêtements, la conséquence elle est celle-ci. Donc en fait le coût, je crois qu'il n'est pas de 9 €. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais de nombreux habitants présentent des symptômes similaires. Paralysie, problèmes aux articulations, jusqu'à la perte de parole. Dans cette seule famille, il y a 3 personnes affectées par un handicap physique. Cette fille a 26 ans. Les 2 garçons ont 23 et 24 ans. Ils sont handicapés physiques. La croissance de leur corps a été stoppée. Vous voyez les cheveux de la fille ? Elle a juste 26 ans. Enfin voilà, plein de trucs méga joyeux quoi, sur le rapport à l'humain. Vive les paralysies de ces pauvres gens, causées par l'ingestion de ce truc horrible. Attendez, je relis mes notes. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ces populations qui sont touchées, enfin je veux dire elles le sont énormément, mais il y a aussi un impact sur nous parce que nous mangeons les poissons qui se nourrissent des microplastiques des océans rejetés par le polyester. Enfin bon, quitte à faire ça, autant manger directement ton débardeur si tu vois ce que je veux dire. Évidemment c'est incomparable comparé à ces populations qui souffrent et qui sont dans un mal-être physique et mental intense. Mais c'est juste pour vous dire que même si on peut pas constater directement les dégâts que fait la fast fashion parce que c'est à l'autre bout de la planète, sachez qu'il y en a un pour nous aussi, mais aussi un énorme pour l'environnement parce que mettre du microplastique dans les océans, ça tue, et si on n'a plus les océans, et ne serait-ce plus nos terres, ben on n'a pas d'autre maison où habiter les gars. J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Et donc du coup quand aussi on vous dit le coton c'est beaucoup plus sain, alors je suis d'accord que c'est une matière plus saine parce que végétale, mais le problème c'est que pour arroser les champs de coton, c'est colossal la quantité d'eau qu'il faut faire. À savoir que si on fabrique un jean, on estime que ça nécessite 50 baignoires d'eau remplies. Et pour fabriquer un vêtement, là c'était vêtements tout confondus, mais un vêtement il faut environ 200 litres d'eau. Entre ça et ton kilo de bœuf qui te vaut 1 an de bain en termes de consommation d'eau. Je sais bien qu'on appelle la Terre la planète bleue, mais bon quand même, là c'est le coût environnemental il est cher. Très cher. Ensuite, 3e coût dont on n'a pas encore parlé, c'est le coût de la livraison. Là pareil, je pense que vous avez dû le remarquer sur les sites de fast fashion, les livraisons sont souvent gratuites. Pas toujours, mais dans certains cas, on voit livraison gratuite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une entreprise ne peut pas
sans cesse vendre à perte avec des livraisons gratuites à tout va. Parce qu'une livraison a un coût et si tu veux amortir ton coût avec les 10 coûts qui vont faire ton coût de production, bah si tu fais tout le temps du gratuit, au bout d'un moment tu vas pas réussir à... Enfin tu vas t'asseoir un peu sur tes vêtements, tu vois, tu peux pas faire de bénéfices comme ça. Du coup, ce que les entreprises font, autant qu'ils sous-traitent à des entreprises à l'autre bout de la planète, les grands groupes sous-traitent la livraison à des travailleurs indépendants, toujours dans une grande précarité et toujours dans des conditions de travail qui sont illégales. Faut savoir, et ça aussi c'est dans le reportage, que en fait les personnes qui vous livrent vos vêtements, ce sont des travailleurs indépendants, donc qui sont signés auto-entrepreneurs à l'état français en tout cas, et qui vont venir à une usine récupérer des dizaines et des dizaines de colis, qui vont être payés à la course. J'arrive plus à respirer. Qui vont être payés à la course pour vous livrer toujours plus rapidement vos colis. Ces travailleurs ont leur propre véhicule personnel, dont ils doivent payer l'essence, dont ils doivent payer l'assurance, dont ils doivent payer les réparations dès qu'il y a un problème. De toute manière, vous voyez bien par qui vous êtes livré. Ce sont généralement des gens qui sont dans la précarité. C'est pas génial, mais c'est encore comme ça de nos jours malheureusement. On peut assimiler ça de l'esclavagisme moderne aussi, parce que vraiment ils sont payés une misère pour ce qu'ils font et pour les dangers qu'ils prennent sur la route, pour livrer toujours plus vite vos vêtements. Et sachez que lorsqu'il y a un problème de livraison, le groupe chez qui vous avez acheté, il se dédouane parce qu'il va le reporter à l'entreprise qui vous a livré, soit la personne tout seul qui en fait a son auto-entreprise. Donc finalement, grâce à ça, l'entreprise réduit quand même pas mal ses coûts de livraison. Et là-dessus, il n'y a pas de souci pour elle du coup. Sachez qu'une livraison peut être offerte à partir d'un certain montant d'achat, mais elle peut jamais être gratuite. Dès que vous voyez livraison gratuite, c'est que généralement, sortez votre flair à fast fashion, ça pue. Livraison gratuite, clairement, c'est l'indicateur qu'une marque se fout de votre gueule. D'autant plus, si vous voyez que vous pouvez être livré en 24 heures, dès le lendemain, ou comme Amazon le fait parfois, le jour même. Vous avez peut-être remarqué que dès que vous êtes à plus d'une semaine de livraison, vous râlez un peu. Alors qu'en vrai, ça peut prendre du temps une livraison, tu vois. Mais moi aussi j'ai déjà râlé. Et en fait au final on est capricieux. L'immédiateté, ce truc d'échange rapide, il nous a rendu hyper capricieux, c'est fou. Mais bref, du coup ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous avez une livraison qui se passe dans les 24 heures, selon les statistiques, vous êtes peut-être pas 1000 à avoir commandé au même moment, au même endroit, dans la même région, vous voyez. Enfin, du coup, ce qui se passe pour cette livraison, c'est qu'elle est faite quasiment pour vous, et uniquement pour vous. Je dis quasiment parce que c'est pas uniquement personnel, mais ça va être largement moindre qu'une livraison qui va être en gros. C'est-à-dire que là, on va venir chercher le produit quasi exprès pour vous, et vous le ramener, encore une fois, quasi exprès pour vous. Il y aura peut-être une ou deux livraisons dans la journée aussi, mais généralement, les livraisons en 24 heures, c'est très ciblé. Donc, ça va utiliser d'autant plus de gaz à effet de serre, vu qu'une personne va se déplacer uniquement pour vous. Faut savoir que, en termes de données chiffrées, le transport pour les livraisons représente 10% des gaz à effet de serre émis chaque année en Europe. Ça fait un peu réfléchir. Finalement, il n'y a pas que dans les ateliers de production qu'il y a des gens exploités, il y a nos livreurs aussi. Bon, maintenant vous allez me dire, Lolito, t'es bien gentil avec tout ce package d'affreusté, mais en soi, nous on fait comment? Alors déjà, cette vidéo est déjà bien assez longue, merci déjà d'être arrivé jusqu'ici. Ça va se terminer dans pas longtemps, mais j'aimerais d'abord juste aborder les indicateurs de merde quand vous achetez un vêtement. Encore une fois, je ne vous interdis absolument pas d'aller vous fringuer chez Zara, chez H&M, chez Stradivarius, chez Mango, chez... ou encore autres marques que j'ai pu citer avant, mais je vous dis juste de vous méfier et ce que je peux vous inviter à faire, c'est peut-être juste réfléchir à votre manière de consommer et comment peut-être vous pouvez faire mieux que ça. Déjà, les indicateurs de daube, c'est des soldes trop fréquentes, un prix trop bizarrement bas, sachant que parfois le prix est quand même assez élevé pour ce que c'est. Genre je pense à Zara quand je vois les prix qu'ils mettent sur certains vêtements alors que le coût leur revient à quasiment rien et que les marques se font une marge mais pas possible. Donc le coût du vêtement c'est un peu coussi coussa. Mais méfiez-vous notamment des marques d'ultra fast fashion qui sont sorties il y a pas si longtemps que ça. Je pense à Boo, Shein, Pretty Little Thing, Nasty Gal, Naked, mais ce sont des marques qui sont clairement controversées et qui font tout ça mais encore plus grand, à savoir que le mécanisme de fast fashion augmente chaque année de 2%, donc c'est tout qui prend à chaque fois 2% d'augmentation, c'est énorme. Donc méfiez-vous des prix bas, méfiez-vous des soldes, méfiez-vous de la composition des vêtements. D'ailleurs j'ai une application qui donne un peu un ordre d'idée sur ce que vous achetez et sur l'éthique un peu des marques. On est quand même bien envahi de grosses merdes de nos jours, c'est bien malheureux mais bon en même temps, voilà c'est comme ça, on peut pas détruire les grands industriels tout de suite, ce qu'on peut c'est faire de notre mieux et je vous parlerai justement dans une prochaine vidéo de ce que je fais au quotidien et en général pour éviter pour consommer mieux en tout cas. Donc ça donnera suite à cette vidéo qui sinon serait beaucoup trop longue. Donc pour l'application ça s'appelle Clear Fashion, vous tapez le nom
de la marque dans la barre de recherche. Et ça va vous indiquer tous les facteurs, tous les marqueurs d'une plus ou moins bonne marque. Et moi d'ailleurs grâce à ça, maintenant je m'habille davantage chez Bisbee parce qu'ils sont un peu plus éthiques que Stradivarius. Donc voilà, je préfère donner mon argent à ce type de fast fashion là quand j'en achète, même si j'essaye de le faire le moins possible, plutôt que chez Stradivarius ou chez Zara. D'ailleurs Zara, je ne m'y habille plus du tout. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé et que ça ne vous aura pas barbé tout ce blabla que je vous ai fait. C'était une vidéo blabla forcément, donc bon voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous servir par n'importe quel moyen, par n'importe quel possible, ou en tout cas peut-être que ça vous fera réfléchir, peu importe l'impact que ça aura, aussi petit soit-il, j'en serais ravie. Comme je vous disais, si je devais vous déballer maintenant tout ce que je fais pour pouvoir consommer mieux et ce que j'estime être mieux pour moi et pour la planète, clairement on n'en aurait pas fini et cette vidéo durerait 1 heure, 2 heures, ce serait pas possible. Je ne fais pas un court métrage, hein, je fais juste une vidéo YouTube. Donc du coup ça fera l'objet d'une deuxième vidéo où en fait je vais vous emmener faire du shopping avec moi et je vais vous emmener dans un mois, une journée, enfin un temps où je fais du shopping et où je m'habille tout simplement. Pour vous montrer concrètement comment ça se passe pour moi et pour vous montrer de là où je partais pour venir là où je suis maintenant. Il y a clairement un fossé, on fait tous nos avancées comme on peut, c'est ok de progresser lentement. De toute manière, si on progresse trop vite, généralement c'est voué à l'échec parce que ça crée des frustrations. Mais en tout cas, j'espère que voilà, avec tous les indicateurs que je vous ai donnés, ça peut peut-être vous faire réfléchir et ça peut peut-être aider à faire avancer les choses. Je vous invite évidemment à me suivre pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Aussi, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo si ça vous a plu, à commenter pour m'encourager et aussi à venir cliquer sur le bouton s'abonner, ça m'aide à poursuivre et à m'épanouir dans ce que je fais. Donc c'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner, donc merci d'avance si vous le faites. Juste avant de vous quitter, je veux juste placer un petit moyen mémotechnique qu'une amie m'a donné et qui me semble top pour changer sa manière de consommer. Évidemment, je ne fais que vous le teaser, vous aurez la réponse plus tard, mais la prochaine fois que vous achetez quelque chose, que ce soit un vêtement, un objet du quotidien, pensez bisous. La meuf est relou avec son moyen mémotechnique, elle explique rien, elle laisse là-dessus. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.